Exactement. Bonjour à tous, bonsoir à tous. Bienvenue pour le premier Meetup 2024. Du coup, on va vous parler de comment bien démarrer une pratique DesignOps dans votre organisation avec Yannick. Donc merci à tous d'être là et comme disait Pierre, n'hésitez surtout pas à lever la main si vous avez une question. Exactement. Donc on va revoir ensemble la définition du DesignOps. On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut le mettre en œuvre dans son organisation et puis après on va partir sur des cas pratiques. Ici, ce n'est pas quelque chose de scolaire. Je ne suis pas en train de vous raconter quelque chose. J'aimerais bien qu'il y ait un échange. Si vous avez des questions par rapport à ce que je vous présente, n'hésitez pas à lever la main et on vous passera le micro pour qu'on puisse… Donc il n'y a aucun problème. C'est vraiment une discussion. C'est un mode meet-up, donc on discute. N'hésitez vraiment pas à rebondir par rapport à ce que je vais vous montrer. Donc actuellement, je suis lead designer chez Accor. Je suis dans l'ESN Front Guys. Et donc chez Accor et même dans mes précédentes expériences, à la Société Générale par exemple, ou même chez SFR, j'ai pu à plusieurs reprises mettre en place des petits éléments du DesignOps. Je n'étais pas DesignOps Manager en tant que tel, mais j'ai toujours, lorsque j'étais en mission, pu intégrer certains éléments. Donc c'est un petit peu ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est que le rôle du DesignOps Manager n'est pas forcément évident dans vos organisations à mettre en place comme un rôle à part entière et dédié à cette fonction. Mais en revanche, vous, à votre niveau, vous pouvez être n'importe quel type de designer, vous pourrez le mettre en place en fonction du temps que vous allez mettre et l'énergie que vous allez pouvoir mettre dans ce sujet. Mais j'imagine que vous avez déjà plein de sujets sur la table. Donc, on va voir ensemble. Dans un premier temps, je voudrais faire un parallèle avec dans d'autres sujets. Donc là, par exemple, on a Monica, qui est chef de restaurant, et elle dit « Les clients se plaignent, les plats ne sortent pas assez vite, mais pourtant, on fait le maximum. » C'est quelque chose qu'on aurait pu aussi retrouver chez les designers. Quel est le problème là? En fait, les clients, donc nos clients généralement en design, ou même le PO, qui peut être le client aussi, ou même le PM, va peut-être se dire en fait, que font les designers? Pourquoi je n'ai pas de visibilité sur ce qu'ils font et pourquoi ça ne va pas aussi vite que moi j'aurais espéré? Donc on a un parallèle avec d'autres métiers. On a Egon, qui est chasseur de fantômes. Lui, il a le même problème. Il a aussi des problèmes qui pourraient être ressemblants au DesignOps. Toujours appelé au dernier moment en catastrophe, c'est plus possible. Je pense que vous, c'est pareil chez les designers. Vous avez la dernière demande, dernière minute qui arrive un vendredi et c'est urgent, c'est pour lundi. Il y a beaucoup d'organisations qui fonctionnent de cette façon. C'est un petit peu au dernier moment. On a du mal à anticiper les choses. Donc lui, malheureusement, on ne sait pas quand les fantômes arrivent, donc ça va être difficile de l'anticiper. Mais nous, peut-être en tant que designer, et dans les organisations dans lesquelles on travaille, on arrive à anticiper les choses parce que là, ils sauvent des vies, mais nous, rarement. Et j'ai un troisième exemple. Donc lui, il est masqué, mais vous l'aurez reconnu, c'est Batman. Donc là, c'est Bruce Wayne, milliardaire, et en manque total de reconnaissance. Pourtant, je pense faire du bon boulot. C'est aussi une mission du DesignOps, c'est aussi la reconnaissance. C'est féliciter les gens quand ils font un bon boulot. Et ça, c'est souvent, et après on peut en parler, peut-être qu'ici, il y a des gens qui se font remercier régulièrement parce qu'ils travaillent bien. Pas beaucoup. Du coup, j'avais envie un petit peu de vous entendre. Est-ce que, on va vous faire passer le micro, est-ce que vous avez des pains, des problématiques qui ressemblent un petit peu à ce que je viens de vous montrer, que vous pouvez exposer à tout le monde? N'hésitez pas, n'ayez pas peur. Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Moi, la problématique que j'ai, c'est surtout de faire connaître un peu le vrai design auprès des équipes projet ou produits. Parce que souvent, on est là pour tout simplement pour faire des maquettes, pour répondre à leurs besoins de création de solutions, alors qu'en fait, il y a beaucoup de choses avant de faire des maquettes de solutions. Oui. Et le vrai design, tu l'entends le vrai design, comment? j'entends la partie discovery, c'est-à-dire faire en sorte de remonter des problématiques et non des envies de solutions, pour qu'on puisse avant tout identifier la source du problème, pour
faut être sûr qu'on le traite au plus tôt et ensuite, ensemble, qu'on puisse discuter et trouver la solution la plus optimale possible. Ok. Est-ce qu'il y en a d'autres dans des sphères complètement différentes, hein, Vas-y. Bonsoir. Bonsoir. Du coup, Yannick, je pense que tu vas connaître la problématique. Récemment, j'étais en mission à la SG et effectivement, j'ai été amené à travailler auprès de l'accord Team App, donc c'est toutes les applications SG. Et la problématique, c'est qu'ils sont convaincus d'avoir en place un lien de système app, alors qu'en fait, ils ont juste ce qu'on appelle un storybook. Et côté designer, effectivement, c'est un gros frein puisqu'on n'a pas côté Figma de librairie, de style guide, de 08, même si effectivement on a un monde côté desktop, un lien de système, mais ça a été pensé à mon sens à l'envers puisque aujourd'hui les gens sont plus souvent sur mobile que sur desktop. Et donc voilà, bref. Merci. Tu voulais dire quelque chose? Je t'en prie. Merci, bonsoir. Moi, c'est plus être identifiée comme interlocutrice sur dès qu'il y a un projet de plateforme digitale. Moi, je suis au sein d'une boîte et des fois, on a des services qui sont un peu dans leur coin et on découvre qu'il y a un projet de « Ah, il y a une plateforme à faire, coucou !» Donc, et c'est bien qu'on soit inséré dans le projet dès le début et des fois, c'est pas le cas. Voilà. Un problème de rôle, peut-être les rôles ne sont pas bien définis, peut-être que vous n'avez pas été bien identifié, peut-être c'est quelque chose de cet ordre-là? Je ne sais pas du tout, mais je sais qu'il y a des... En tout cas, ça se travaille en équipe. Ouais. Mais ok. Est-ce qu'il y en a d'autres? Ouais. Et après, on va passer à la suite, si vous voulez bien. Merci, bonsoir. Vous aurez le temps d'en discuter. Moi, je me reconnais un petit peu comme Bruce Wayne. Ah. Des fois, le design ou le designer, il est identifié un peu comme la personne qui va un peu, comment dire, déranger, ou il va apporter des solutions que les devs veulent pas parce que ça va les sortir de leur confort. Ou il va proposer des solutions que les products ne veulent pas parce que c'est centré utilisateur et pas business, et pas client, et pas marketing, etc. Donc on est un peu entre les deux, et au milieu, ils ne savent pas à quoi on sert. Donc souvent, il y a toute une culture à mettre en place. On avait cette expérience, nous, sur les RAD, tu te souviens? Et voilà, donc manque de reconnaissance, impossible de vérifier l'identité du site. Ah, on va peut-être l'enlever. Merci. Ok, bon, passons à la suite alors. Merci. Voilà, donc au sommaire aujourd'hui, ce soir, nous avons donc la définition du Design Ops, les mises en œuvre, on va mesurer votre impact et les cas pratiques. Donc pour l'instant, on est bien sur ce que je vous ai promis au début. Ça c'est bon, on est... Voilà. Alors il y a une phrase intéressante, j'aime bien commencer comme ça, donc du VP Design chez Airbnb, qui ne l'est plus, qui dit donc vous ne pouvez pas innover sur des produits sans d'abord innover dans la façon dont vous les construisez. C'est quelque chose que l'on retrouvera dans de nombreux produits. Si on va chez Tesla, ils ont d'abord créé une ligne où ils ont tout réinventé pour construire ces fameuses voitures. Là, nous, c'est exactement la même chose. Si nos produits ressemblent à l'organisation, si on a une organisation vieillissante, si les gens ne veulent pas bouger, on va souvent faire des produits qui reflètent ça. Donc ça, gardez bien, je pense que toute la presse est condensée dans cette phrase. Je pense qu'on pourrait presque se dire au revoir maintenant. Tout est là. Voilà. Et c'est même pas de moi, donc voilà. Voilà, donc on peut passer à la suite. Vraiment, donc ayez ça en tête. Vraiment, c'est hyper important. Il faut absolument innover dans la façon dont on construit les produits, donc de mettre à jour l'organisation pour que derrière, on arrive à délivrer plus rapidement, de meilleure qualité, etc. C'est la base. Donc, comme vous le savez sûrement, j'imagine que donc, les Design Ops, c'est deux mots qui design et opération. Et les opérations, c'est l'ensemble des activités, des services et des objets qui créent de la valeur. Par exemple, les outils de collaboration, Figma, comment est-ce que je fais des tests utilisateurs, etc. Donc ça met en valeur les produits et les services de ma société.
ou sinon des choses qui ont peut-être d'une certaine façon moins de valeur pour l'organisation, mais qu'il faut aussi travailler. C'est tout ce qui n'a pas directement de la valeur, c'est l'accueil des nouveaux arrivants, par exemple, créer des onboarding, créer des offboarding, transmettre l'information, récupérer l'information. Tout ça, ça n'a pas vraiment de valeur. Les organisations ne vont peut-être pas les prendre en compte et on ne va peut-être pas vous le demander. Mais par contre, c'est clé si vous voulez arriver dans de bonnes conditions dans une société. Vous l'avez tous vécu, des mauvais onboarding. J'espère que vous avez vécu des bons onboarding aussi. Et ça fait la différence parce qu'on arrive tout de suite plus engagé. Et dans une ESN, quand on arrive un petit peu branque-ballant sur des nouvelles missions, mais souvent, ça peut arriver en tout cas, on n'a pas envie de rester parce que l'onboarding est tellement moyen que autant aller ailleurs parce que la société, elle n'a pas fait en sorte qu'on arrive dans de bonnes conditions. Donc le Design Ops, on peut le résumer comme ça, c'est l'orchestration et l'optimisation des personnes, processus et savoir-faire pour amplifier la valeur et l'impact de la conception à grande échelle. Donc on va travailler sur à la fois le bien-être des gens, comment est-ce qu'ils travaillent, quels sont les processus qui mettent en place pour pouvoir se passer la balle entre différentes parties prenantes. Donc, comment est-ce que les PO peuvent vous transmettre l'information? Comment est-ce que vous récupérez cette information, comment vous la délivrez aux devs, etc. On fait partie vraiment d'une ligne et on est tous acteurs dans cette ligne-là. On n'est pas juste des designers qui sont dans un coin. Et puis aussi, le savoir-faire, c'est par exemple la culture que l'on va pouvoir mettre en place dans notre entreprise. C'est important, la culture, on le voit très vite. Quand on prend des outils comme Apple, par exemple, ou Google, on voit très bien qu'ils ont un savoir-faire, qu'ils ont une maîtrise de leurs produits. Et ça, c'est important de nous aussi de le comprendre et de savoir comment l'appliquer dans nos organisations. Parce qu'on a tous des savoir-faire, mais il faut réussir à capitaliser dessus et puis il faut le noter, il faut le partager. Donc, ça va prendre aussi en charge des solutions qui vont être évolutives pour des défis que l'on va rencontrer de façon récurrente. On ne va pas essayer de chercher une bonne solution, exactement comme lorsque vous créez des produits. En fait, ça va être itératif. Vous allez essayer progressivement d'apporter des petites solutions, voir comment ça fonctionne sur une certaine échelle. Peut-être vous allez vouloir le développer sur une grande échelle dans l'ensemble de l'organisation. Et c'est important de pouvoir, au début, penser petit, parce qu'après, ça a beaucoup d'impact. Et quand on n'a pas pensé à tous les impacts, des fois, on aurait peut-être dû soit rien faire, ou soit mieux y penser que la solution mise en place peut avoir des lourdes conséquences, surtout dans les organisations. Les grands objectifs, il y en a 4. Donc, c'est optimiser et résoudre les problématiques liées à la gestion d'équipe, d'outils et de process, générer de la valeur quantifiable. Ça, c'est souvent ce qui pouvait nous être reproché en tant que designer, c'est qu'on avait du mal à expliquer notre valeur et comment est-ce qu'on arrivait à prouver au business qui, eux, regardent des chiffres, que l'on arrive à apporter vraiment quelque chose de plus. Donc, ça peut être juste mesurer la satisfaction d'un client, c'est quantifiable et on peut le quantifier sur l'année N-1 et l'année N+1. Donc ça, il faut aller le chercher. C'est aussi faciliter le passage à l'échelle. Souvent, on dit que le Design Ops doit être mis en place dans les entreprises qui veulent scaler. Quand vous êtes dans une équipe de 3 personnes et que vous arrivez facilement à vous parler et que vous arrivez facilement à résoudre les problèmes parce que vous vous voyez et vous parlez, c'est facile. Si déjà ces 3 personnes, on les met dans 3 villes différentes qui ne se voient pas, ça va être plus compliqué. Si en plus, on vous dit, vous êtes dans une entreprise où il y a 10 designers qui ont des cultures différentes, il y a des gens qui rentrent, des gens qui partent, là, clairement, si vous n'avez pas mis des méthodes de Design Ops, vous n'allez pas réussir à passer à l'échelle parce que dès que vous allez devoir mettre des nouveaux process en place, personne ne les suivra, personne ne les comprendra, ça va être très compliqué. Il faut absolument mettre en place ces méthodes de Design Ops, sinon le passage à l'échelle fonctionnera très mal. Et ça sera vraiment dans la difficulté. On a tous vécu des accompagnements au changement qui se passent mal parce qu'on ne fait pas partie de la solution, on nous impose des choses, etc. Donc là, c'est vraiment le sujet. Et puis, unifier les designs et les expériences. Quand on a de l'app, du web, et qu'on aimerait bien avoir une reconnaissance, on prend par exemple Decathlon, lorsqu'ils ont du web et une app, nous, en tant qu'utilisateurs, on a envie de se retrouver dans une expérience qui est similaire lorsqu'on a une app dans la main et lorsqu'on est sur le web.
Les sociétés, beaucoup de sociétés ont souvent des designs qui ne suivent pas en fonction des espaces. Il y a des différences et plus ça va et plus on voit qu'il y a des chartes graphiques qui peuvent être plus les mêmes. Il va y avoir des écarts de plus en plus importants. Donc grâce au DesignOps, on va avoir, par exemple pour unifier les designs, on peut avoir par exemple la solution du design system. Ça, vous l'avez sûrement déjà vu. On va pouvoir travailler ensemble, donc à organiser l'équipe, améliorer la collaboration dans les équipes. Le développement des designers, ça peut être onboarding, ça peut être la carrière avec le Career Pass, ça peut être des formations pour que tout le monde ait un socle commun et qu'on parle tous le même langage. Ensuite, on va concevoir ensemble comment on va standardiser en utilisant par exemple un design system, comment on va harmoniser, comment on va prioriser. Par exemple, on peut avoir des backlogs avec les PO, les PM, avoir des façons de travailler pour que il n'y ait le moins de friction possible. Et puis après, derrière, on va prouver que tout ce que l'on a mis en place au début a vraiment de l'impact et qu'on arrive à délivrer mieux, que les équipes se sentent mieux dans cette organisation, ont vraiment un plaisir de travailler aussi, parce que c'est important le plaisir du travail. Et donc on va mesurer les impacts que l'on a fait à côté. On va communiquer, hyper important, aux stakeholders de pourquoi est-ce qu'on met en place le DesignOps, qu'est-ce que l'on fait là-bas sur le travailler ensemble et le concevoir, et comment est-ce que l'on va arriver à développer les compétences. Est-ce que déjà vous avez des questions ici? Est-ce que ça vous interroge ou est-ce qu'on passe à la suite? Vous l'avez, j'imagine, un peu tous vu, ce truc-là. On passe à la suite? Ouais. Alors là, c'est aussi une petite phrase sympa. Le design n'a jamais été aussi essentiel dans les organisations qu'aujourd'hui et son impact est plus fort que jamais. Est-ce que ça vous évoque quoi? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette phrase? Est-ce qu'elle vous pose question? Moi, j'aurais peut-être une petite question. Je pense qu'on peut dire qu'elle est réelle parce qu'on le ressent, qu'il y a quand même de plus en plus, nos métiers sont plus connus, on fait quand même appel à nous, même si ça peut être encore compliqué. Malgré tout, je m'interroge comment tu pourrais nous expliquer à quel point aujourd'hui, en ce moment, c'est devenu essentiel et l'impact est plus fort que jamais aujourd'hui. Qu'est-ce qui nous a amené à ça depuis Merci pour la question. la route du design, on va dire, le long chemin? Est-ce que le nombre d'or dans le design, ça vous parle? Ouais, ça te fait penser à quoi, le nombre d'or dans le design? Ça te fait penser à quoi? C'est 1,618. Non, c'est pas ça. Dans le design? J'en ai entendu parler, mais je l'ai pas. Ok. Le nombre d'or dans le design, c'est le ratio designer-dev. Très simple. Dans les années 80, Microsoft était vraiment là. Il faisait des super produits que, d'ailleurs, on a délaissés avec plaisir. D'après vous, Microsoft, dans les années 80-90, le ratio était de combien, d'après vous? Combien de designers, combien de devs? Vas-y. Allez-y, essayez de trouver un chiffre. Donc le nombre de designers au début et le nombre de devs derrière. Bon, moi, je dirais pareil, ouais. 80 devs et 20 designers. 80%, 20% de Ok, ok. Attends, vas-y. N'hésitez pas. Un designer et 6 devs. Ok. Vous avez un avis sur... Alors, pour Microsoft, dans les années 80, 72 devs, 1 designer, je crois. Un designer, 72 devs. Une bonne balance. C'est pour ça qu'on a souvent entendu les designers, en fait, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est le dev qui fait les maquettes. Et puis, il n'y a pas besoin de maquette parce qu'en fait, il fait ça directement en code. Donc, ils ont toujours travaillé de cette façon-là. En 2013, le design vraiment monte, le design produit que l'on fait tous les jours monte vraiment. On a des outils qui arrivent, on a des sketchs, des choses comme ça qui arrivent, on a une vision qui arrive, etc. Et là, ce paradigme-là est complètement bousculé. On a des startups qui arrivent et qui montent, et on a des ratios qui sont plutôt en 2017, on a à peu près 8 devs et 1 designer. Donc on passe quand même de quelque chose d'énorme avec pratiquement que des devs et on pense que c'est les devs qui font tout,
mais je pense qu'ils ne sont pas utilisés comme il faut. Donc on a beaucoup de devs, mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils doivent faire. Et donc ça va un peu dans tous les sens. Et maintenant, on a des ratios qui sont beaucoup plus réduits, où on met beaucoup de designers. Et voilà pourquoi le design, en fait, commence à prendre un petit peu vraiment la… en anglais, on dit qu'ils arrivent à la table. Et la table des négociations, en fait, c'est pour ça que le design arrive, parce qu'on se dit, pourquoi est-ce que les produits fonctionnent? Pourquoi est-ce qu'on a envie d'utiliser tel ou tel produit numérique? Mais parce que le design, il répond aux besoins des utilisateurs. Donc les utilisateurs ont envie de l'utiliser. Et tous les produits qui ne sont pas conformes à ce que attend l'utilisateur les met de côté. Donc ces sociétés ne tournent plus, et donc soit meurent, soit à un moment doivent se dire, bon mais nous, pourquoi est-ce qu'on est là alors que les autres sont là-haut? Et et donc la réflexion, c'est on va prendre des designers. C'est ça le truc. Et on voit le ratio. Le ratio est incroyable et on peut faire ça. On peut avoir, j'ai des exemples que je ne vous montrerai pas ici, mais on pourra en parler après. Toutes les grosses organisations, chez Google et chez tous les autres, ils ont cette montée comme ça depuis 2010 à 2020. Ça a été incroyable. C'est pour ça qu'on était en pénurie aux États-Unis de designers. Ça a été pendant ces années-là où en fait on recrutait incroyablement des designers. Une petite aparté, c'est vrai que les années 80, c'était vraiment le début de la technologie. Donc je pense que ce qui leur intéressait plus, c'était le côté, parce que le design pour moi, c'était plutôt comment ça fonctionne. Et je pense qu'initialement, c'était plus le côté, on va dire purement… fonctionnel. Fonctionnel, voilà. Et effectivement, le design… Sans demander à l'utilisateur. Hein. Fonctionnel sans demander à l'utilisateur. Voilà, oui, parce qu'à l'époque, l'utilisateur n'était pas là. Non, c'est pas où il était. Hein. Mais effectivement, c'était le début de la techno. Et donc, du coup, effectivement, il y avait très peu d'outils qui permettaient de faire du design et surtout de pouvoir l'intégrer dans la partie intégration dev, puisque c'était vraiment le début de la technologie. Voilà. Alors, c'était à peu près ce que je voulais dire, mais effectivement, pour moi, l'histoire des technos fait que c'est des développeurs, c'est des ingénieurs qui ont créé le web, et donc forcément, et puis pendant des années et des années et des années, parce qu'il faut rappeler que il y a 10 ans, on utilisait encore Photoshop pour faire du design qui n'était pas du tout un outil adapté, et ça ne fait que quelques années qu'on a des vrais outils adaptés à ça. Et encore aujourd'hui, le chemin est long, puisqu'on voit bien que Figma, par exemple, fait de son combat quotidien le fait de donner des outils aux designers pour qu'ils puissent designer comme les devs le font. Et donc ça montre bien qu'il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais on est quand même dans une super bonne période qui nous permet enfin de faire les choses comme les devs, et donc du coup de faciliter tous les process, d'où le kiff de Figma. Inspect qui est beaucoup plus évolué aujourd'hui que au début. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Il y a aussi la question du marketing, parce qu'on en parlait du dev, du design, mais il y a aussi ce grand pôle marketing. Je ne connais pas le ratio, mais est-ce que ça, c'est pas quelque chose qui faisait un peu de l'ombre aussi au design? Là, je ne sais pas. Toi, tu as… Je me permets d'intervenir là-dessus parce que c'est vrai que moi, je travaillais pas mal d'années en agence de communication, donc avec beaucoup de services marketing, et c'est vrai que le marketing a très souvent un gros pouvoir par rapport au design en disant on est les donneurs d'ordre en fait sur le design, et le design en fait vous exécutez un petit peu. Et c'est vrai que ça a tué un petit peu notre métier, je trouve. Et je voulais juste rebondir aussi par rapport à ça. C'est vrai que effectivement on voit que le design prend de plus en plus d'importance. C'est très bien les grandes entreprises comme Microsoft, Google, mais il y a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver à ce que le design soit dans les mœurs, notamment dans les grandes entreprises où on rencontre… En France, on pourrait faire exactement poser la même question. C'est juste qu'on n'a pas d'organisme qui cherche à avoir ce nombre d'or dans les entreprises. Mais si on prenait la BNP, la Société Générale, ou si on prenait d'autres sociétés comme Engie, etc., tu verrais qu'à partir du Covid, tout le monde s'est réveillé en se disant « mais nos produits ne sont pas digitaux, sont un peu inutilisables, c'est plus possible pendant le Covid ». Du coup, notre business s'arrête. Et quand le Covid s'éloigne, ces entreprises ont dit « non mais en fait, on est vraiment en peine. Il faut absolument qu'on améliore nos produits digitaux ». Et depuis 2018-2019,
il y a eu un regain d'intérêt par rapport au design. Ça grandit, je pense, mais ça grandit aussi lentement. Mais après, c'est normal, hein, faut le temps. Et ce que je voulais dire, c'est qu'il y a encore des grosses boîtes qui ont encore du mal à passer le cap parce qu'ils n'arrivent pas à avoir l'intérêt pour le design. Et je pense surtout qu'il y a un problème aussi au niveau de la formation. C'est-à-dire que des développeurs, peut-être des PO, sont peut-être pas assez sensibilisés sur la collaboration avec les designers. Et si déjà il y avait ça, on pourrait peut-être déjà avancer plus rapidement par la suite. Design Ops. Voilà, c'est ça. Juste une petite précision par rapport au marketing, parce qu'effectivement c'est hyper intéressant. Et pourquoi le marketing était si puissant, c'est que dès le début du marketing, ils ont tout de suite mesuré leur impact et avec des vrais chiffres très facilement. Et donc c'est pour ça qu'ils ont toujours été beaucoup puissants. Et c'est une des raisons, selon moi, pour laquelle le design aujourd'hui peine un petit peu à trouver sa place, c'est qu'on a énormément de mal à mesurer l'impact que du design. Et tous les gens du produit, en fait, mesurent l'impact du produit, ce qui comprend l'impact du design. Mais en fait, nous, aujourd'hui, on a du mal, il ne faut pas se le cacher, on a du mal à vraiment, et donc du coup, d'où le Design Ops. Voilà, et un des enjeux du Design Ops, c'est vraiment un enjeu du Design Ops, et c'est comme ça qu'on arrive à montrer, et c'est pour ça que les grandes entreprises commencent à se doter de Design Ops Managers, des équipes de plus en plus dotées. Dans certaines entreprises, ils sont 3, 4, 5 Design Ops Managers, donc ça, c'est les sociétés qui sont déjà dans un mode un peu start-up, souvent aux États-Unis, et qui ont compris tout de suite que lorsqu'ils allaient pouvoir accélérer sur leur pratique design et leur pratique design, c'est tout, hein, c'est aussi la méthodologie et c'est que l'organisation comprend le bénéfice du design. Ils savent qu'ils vont pouvoir mettre à jour plus souvent leur produit. Donc si on arrive plus souvent à mettre à jour son produit, on va être plus en face des attentes des clients et donc on va se faire plus de fric. C'est tout. Il n'y a pas beaucoup plus à chercher que ça. Qui peut faire du Design Ops dans votre organisation, d'après vous? Eh bien oui, on peut avoir 2 casquettes. On va avoir soit le rôle, une personne qui est dédiée et ou un groupe de personnes, si vous avez la chance de travailler avec un groupe de personnes qui font que du Design Ops, ils sont spécifiquement chargés de veiller à ce que l'équipe design soit soutenue. Ils vont communiquer avec plusieurs parties prenantes. Si on est en groupe, il y en a qui vont peut-être travailler sur des spécificités du Design Ops. Chacun va se répartir un petit peu les rôles. Ça va être dans le meilleur des mondes. Une personne, elle va avoir beaucoup de travail, il faut quand même se l'avouer, et elle pourrait avoir plusieurs traversées du désert. C'est un sacré job. Quand on commence à mettre le doigt dedans, on n'est pas sorti. Mais déjà, ça va aider et on va le sentir au sein de l'équipe de design. En tout cas, ça se mesure. C'est important de mesurer comment se sent une équipe de design avant que le Design Ops Manager arrive et au bout de 6 mois de pratique du Design Ops Manager. Et puis après, on a la mentalité, c'est-à-dire que n'importe qui, vous et moi, on peut se dire, c'est ce que je vous disais en préambule, on peut se dire, ben, j'ai compris un petit peu quel était le mindset du Design Ops et je vais pouvoir prouver que lorsque j'ai pris des petits pains que j'ai découverts après avoir fait tout un raisonnement, tout un audit, etc., récupérer ces petits pains, les améliorer et vérifier avec de la mesure qu'on a bien fait des petits pas. Et c'est surtout ça le début, c'est y aller progressivement. Les sociétés ne sont pas prêtes à changer et elles ne vous ont pas attendu, elles n'ont pas envie de changer. Clairement, elles n'ont pas envie de changer. Vous êtes obligé de leur montrer que le changement est obligatoire. Sinon, l'esprit humain vous dit « Pourquoi changer? On est bien là. Et ça a toujours marché comme ça. Et on vous le dira. Ça a toujours marché comme ça. Pourquoi changer ?» Donc vous le comprenez, c'est quand même un petit peu de l'accompagnement au changement. Quand est-ce qu'on le met en place? Je vous conseille le plus tôt possible. Demain, quand vous sortez d'ici, demain, vous pouvez le mettre en place pour prouver la valeur du design. Donc c'est ce que tu disais, Rémi, c'est vraiment de dire aux organisations, regardez, on va pouvoir créer quelque chose que vous n'avez pas encore conscientisé et c'est important que vous mettiez le doigt dessus pour unifier les équipes de façon générale, que les devs ne tirent plus à boulet rouge sur les designers et vice-versa, que les PO aussi. Travailler plus efficacement,
c'est-à-dire peut-être enlever certaines tâches qui ne sont pas super gratifiantes, pour qu'on se sente mieux aussi lorsqu'on travaille, ne plus faire et refaire certains gestes pénibles, et trouver ce que l'on cherche aussi. Parce que des fois, en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'on cherche. Yannick, excuse-moi, j'avais une petite question juste sur la mise en place, justement. C'est vrai qu'il y a souvent le passage à l'échelle où, effectivement, il y a un moment, les équipes ne bossent plus du tout comme il faut parce que pas les mêmes process, pas de visibilité. Ça, on va dire que c'est un peu le basique qui fait que le DesignOps va arriver. Est-ce que tu vois d'autres exemples où, par exemple, quelqu'un dans son organisation se dirait « Tiens, là, il va se passer ça, ça peut être le bon moment de le tenter ». Est-ce que quelqu'un veut répondre à ça? Rémi? Oui, bien sûr. Vas-y. Ça peut être n'importe quel exemple. Hein, c'est pas... Vas-y, en fait. Non, mais j'ai eu le cas récemment parce que c'est vrai qu'avec une équipe très jeune qui manque un peu d'expérience, notamment avec le design, et puis on voyait qu'ils n'étaient pas du tout habitués à faire des design reviews et du recettage. Et c'est vrai que pour tenter une approche en douceur, pour essayer de dire, voilà, moi, ce dont j'ai besoin et ce dont ils ont besoin, il a fallu tester plein de choses, faire des erreurs, tester. Et puis, parce que le but, c'est pas d'imposer quelque chose qui va être rejeté, mais c'est aussi que ça corresponde en fait aux deux besoins. Et ça, en fait, ça c'est un challenge. Mais en fait, faut accepter de se tromper. Voilà, tu peux faire. En fait, je pense que le design thinking peut beaucoup aider pour trouver des solutions communes et pour déjà se parler, déjà échanger sur les problématiques. Tu vois, tu te mets sur un board, tu demandes à toutes les parties prenantes de venir exprimer un petit peu les difficultés qu'ils voient, parce que tout le monde a des difficultés. Lorsque toi, tu te plains qu'ils ne te comprennent pas, eux sûrement se disent un petit peu la même chose. Donc une fois que tout le monde a mis sur un board qui a des problématiques, après, il faut faire de la facilitation et généralement, il commence à se dire, tiens, il sait faciliter et en plus, il apporte des solutions. Donc peut-être qu'on va lui faire confiance. En tout cas, un peu au début. Et progressivement, hein. Oui. On ne sait pas sur qui on peut tomber. Hein. Donc on y va tranquille. Et eux, ils n'ont pas de façon… Ouais. Et de toute façon, ils te diront, nous, on a toujours fait comme ça. Et ça marche mal, mais en fait, plutôt… On préfère que ça marche mal plutôt qu'aller vers un avenir incertain et que ça soit pire. Donc ils vont préférer rester dans un avenir qu'ils connaissent bien, même si c'est complètement chaotique. Donc la mise en œuvre, c'est assez basique. Vous connaissez ça lorsque vous faites de la research, tout simplement. Vous allez auditer vos clients. Donc là, ce n'est pas vos clients, mais quand vous faites du DesignOps, en fait, c'est l'organisation. C'est l'ensemble des designers ou une partie des designers. Vous pouvez… par exemple, disons que Robin, il est dans une petite équipe de 2 de designers. Vous sentez que dans cette équipe de 2, il y a des problématiques. Alors les autres auront plein de problématiques aussi, mais vous avez envie de vous concentrer sur cette petite équipe pour faire un test parce que vous sentez que c'est peut-être là que c'est le plus criant. Là, il y a vraiment beaucoup de problèmes. Donc vous allez pouvoir auditer l'organisation, mais donc auditer cette petite équipe. Vous allez auditer aussi les devs avec qui ils travaillent, peut-être les PO, les PM, toutes les parties prenantes que vous jugez bon. En fait, vous êtes un petit peu inspecteur, quoi. Vous voulez entendre toutes les voix pour après vous faire un petit peu un avis. Derrière, vous allez devoir créer de l'impact, établir la propriété, c'est qui va devoir trouver des solutions, c'est ça la propriété. Et sociabiliser la vision, c'est de se dire qu'on a besoin de faire du DesignOps et que l'on a besoin de trouver des solutions ensemble et que ça va apporter ça comme bénéfice. Et derrière, on va faire une priorisation et une roadmap pour leur expliquer qu'on a listé tous ces pains, que l'on va les travailler sur cette roadmap-là et que dans 2 semaines, 1 mois, 2 mois, on aura trouvé des solutions qu'on pourra mettre vraiment appliquées et on verra si ça s'améliore. Donc c'est pour ça qu'il faut mesurer, parce que si on a des bénéfices, c'est génial, mais si on a soit que c'est le calme plat et que ça n'a pas changé grand-chose, ou que ça a justement créé plus de problèmes que ça n'a résolu, ben là, il faut vite pouvoir le mesurer et vite revenir en arrière et puis essayer de trouver de nouvelles solutions. Donc au début, on va auditer l'organisation, c'est identifier les défis, donc on va auditionner, c'est ce que je vous disais, l'équipe de conception, donc c'est tous les designers,
pour rassembler des preuves et pour ajuster les actions en conséquence. Donc vraiment, vous êtes un petit inspecteur. Vous allez aussi auditionner toutes les parties prenantes. C'est important d'avoir toutes les versions. Donc par où on commence? Donc généralement, le DesignOps n'a pas déjà grande presse. En plus, on n'a pas beaucoup de recul sur cette pratique-là dans les entreprises. Donc la maturité est quand même assez faible. Et puis on n'a pas vraiment beaucoup de façons de faire qui marchent à tous les coups dans le DesignOps. Donc en fait, on doit faire nos propres expériences et toutes les sociétés sont différentes. Comme on a souvent des logiciels qui sont très différents et qu'on utilise des logiciels très différents en fonction des sociétés. Donc là, ça va être pareil. Quand on attaque ce sujet du DesignOps dans nos sociétés, ça va vous ressembler. Vous allez vous faire votre propre pratique de DesignOps. Donc l'espace, voilà, donc c'est identifier les problèmes opérationnels. Donc on va aller voir les PO, les PM, les devs. C'est l'exploration. Nielsen Norman ont travaillé sur ce menu holistique. Holistique, ça veut dire qu'on a l'ensemble des sujets du design qui sont rassemblés dans ce menu. On a donc le travailler ensemble, comment est-ce qu'on s'assure que le travail est fait et comment est-ce qu'on arrive à créer de l'impact. Et après, à l'intérieur de ça, on a l'organisation, la collaboration, l'humanisme. Après, on a la standardisation, l'harmonisation et la priorisation. Et les autres, il faut, ce qui est mieux, c'est travailler sur un petit peu tous ces sujets, un peu tous ces grands axes et un petit peu tous ces détails. L'idée est de panacher un petit peu pour que l'ensemble des sujets et des problématiques puissent être traduits en besoins et soulevés surtout. Est-ce que vous connaissez déjà ce menu? Ça vous parle? Ouais. Ça, c'est quelque chose qui est important et qui permet aussi de regarder froidement de quoi on va avoir besoin dans nos organisations, parce qu'il y en a qui vont avoir des super RH, par exemple. Donc, comment on travaille ensemble, peut-être que les RH, il y a une partie qui sont déjà très claires. Le carrière développement, l'onboarding, comment est-ce qu'on recrute les gens, la définition. Ça va être très clair. Quand quelqu'un arrive dans la société, on sait exactement pourquoi il est là et quel est son rôle. C'est cool. Après, il va y avoir d'autres choses. L'harmonisation, la standardisation, les guidelines, le DS, etc. Donc tous ces sujets-là, ils sont notés là. Et pour faire ça, donc pour faire cette audition, je vous propose deux outils qui sont complémentaires et que vous pouvez utiliser. C'est le DesignOps Canva. On va prendre un utilisateur, donc un designer de la société. On va lui demander qu'est-ce que tu fais, quelles ressources tu vas utiliser, qui te donne les missions, comment est-ce que tu vas travailler, comment est-ce que tu t'assures que tu recettes. Donc c'est un petit peu toutes les problématiques que tu vas rencontrer dans ton quotidien. Et sinon, tu peux aussi passer avec l'interview guide qui va reprendre le menu holistique où on va te redemander comment est-ce que tu as été onboardé, comment est-ce que tu passes l'information aux gens quand tu dois partir, comment est-ce que tu t'assures que le travail est fait, est-ce que tu as un definition of done par exemple, tout ça. On peut le mesurer comme ça avec soit la satisfaction globale au travail, on peut lui demander sur l'échelle de 1 à 5 comment est-ce que tu juges ça. Je ne sais pas, est-ce que ici on vous a déjà demandé votre satisfaction globale au travail? Non. Ouais. Happy at work. Ok. C'est un peu faussé, parce qu'on n'ose pas dire. C'est anonyme normalement. Ouais. Bon, il y en a deux.
Il y en a deux à qui on a posé la question. Moi, je pourrais peut-être ajouter rapidement pour faire souvent des ateliers aussi avec des designers. Je pense que c'est important de le demander. Ça m'est arrivé, moi, de le demander parce qu'on me le demande. Après, c'est vrai que c'est souvent dans des équipes où le design ops est déjà intégré, installé. C'est peut-être moins au début. Mais je pense que c'est quelque chose qui arrive de plus en plus, de se donner des notes. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que ça dépasse ce cadre juste de se dire on doit être productif, on doit montrer aux stakeholders des chiffres. Évidemment que c'est important. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que tu montres aussi juste avant, c'est que le côté humain dans le design ops, il reste et il est très présent. Et ça, il ne faut pas l'oublier parce que pour moi, c'est ce qui fait que ça va marcher, c'est qu'on mette ce côté-là aussi dans la boucle. On le voit, la production est très en ligne avec la satisfaction au travail. On sera plus productif, on aura envie de proposer des nouvelles idées, on aura envie de sortir un petit peu de son cadre si on est satisfait au travail que si on ne l'est pas. Production perçue et charge de travail, temps consacré à divers tâches, etc. Toutes ces questions, vous pouvez les reprendre dès demain. Vous pouvez presque faire votre propre analyse. Et voilà, déjà, vous avez un état des lieux sur qu'est-ce qui pourrait être amélioré dans vos organisations. On va définir la valeur. Donc, comment est-ce qu'on crée de l'impact? Donc là, l'idée, c'était de voir les domaines d'opportunité, où se trouvent les plus gros problèmes. Donc là, ce qui est noté en jaune, c'est les sujets qui sont prioritaires à tacler tout de suite. Comment est-ce que la composition des équipes, par exemple, si on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de devs et pas de designers, on peut se dire, OK, peut-être qu'on va devoir revoir le ratio. Est-ce qu'on a bien défini les rôles de chacun? Pourquoi est-ce que le PO se met à faire des designs? Bon, peut-être qu'on peut revoir ça. Comment est-ce qu'on embauche les gens? Peut-être qu'on embauche des gens qui ne sont pas du tout faits pour le rôle qu'on leur donne. Donc ça aussi, peut-être que la fiche de poste, elle doit être revue. Peut-être qu'on n'a pas créé réellement, on ne leur a pas expliqué vraiment comment on avait envie qu'ils travaillent ensemble, ou en tout cas, ils n'ont pas réussi à s'organiser ensemble pour qu'ils puissent travailler correctement ensemble. Par exemple, on ne sait pas comment est-ce qu'on définit la valeur. Ça, c'est un problème. Parce que on doit rendre des choses en tant que designer, au PO, au PM, et on doit être capable de définir cette valeur. Est-ce qu'on a passé du temps qui correspond à une valeur réellement C'est important de se poser la question si on est un peu OK avec ça, avec nous-mêmes, sur la production de valeur. Depuis tout à l'heure, effectivement, on parle de designer. Quand tu parles de rôle, donc la définition, effectivement, designer, j'aimerais juste, parce que moi, ça me trotte de la tête depuis longtemps et je n'ai toujours pas trouvé une solution par rapport à ça. Qu'est-ce qu'un designer en fait? Est-ce que c'est un UX UI designer? Je ne sais pas si on aura. Vous êtes prêts à rester un peu? Non, après c'était leur sujet, je m'excuse, hein, dans ce cas-là, on oublie et voilà. Qu'est-ce qu'un designer? Oui, parce que. C'est ça ta question? Bah oui, est-ce que tu inclus une seule personne qui est un UX UI et qui est capable de tout faire, ou est-ce que c'est en fonction de l'organisation? C'est pas le sujet. En tout cas, c'est pas le sujet d'ici. D'accord. Okay. On parle de rôle de définition au sein d'une équipe. Ouais. Je me demandais, est-ce qu'un design ops aura tendance à prendre juste un mauvais terme, un designer qui fait UX UI? Alors, le rôle du design ops, ouais, il doit aller donc sur l'ensemble du périmètre du design, mais il doit aller voir les stakeholders. Il doit aller voir pourquoi chez les devs ça ne marche pas, pourquoi chez les PO ça ne marche pas, et il doit essayer de réconcilier un peu tout le monde et de trouver le moyen que les gens se parlent. Mais lui, il n'est pas là pour essayer de trouver des solutions, forcément. On cherche pas. Lui, il doit trouver les moyens de mettre les gens autour de la table, il doit apporter peut-être des solutions, mais que tout le monde embarque. Lui, il n'est pas donneur d'ordre, il n'a pas tu vois, il n'est pas relié à Dieu, il ne vient pas t'amener de solutions comme ça toutes faites, surtout pas. Parce que là, je vous parlais d'accompagnement au changement, si cette personne-là a le sentiment qu'il a tout compris et que ça va être comme ça que ça doit se passer, ben, il va retomber dans les travers qu'il y avait avant, finalement du dogme, où en fait, moi, je ne suis pas à votre place, mais je vais vous expliquer comment faire. Ça ne marchera jamais. Okay. Non, okay. Donc, peu importe le rôle, ça peut être des UX, ça peut être n'importe qui. En tout cas, la personne qui va être Design Ops Manager, c'est bien s'il est designer, parce qu'il va comprendre un peu mieux le quotidien d'un designer. Mais ce n'est pas toujours le cas. Mais c'est mieux quand même.
pour bien comprendre ce que vous vivez et comment vous faites les choses. Il y a d'autres questions, peut-être? Il y a une question qui t'a... C'est pas forcément une question, c'est peut-être une tentative de réponse par rapport à la question. Les rôles et responsabilités, c'est super important, et c'est surtout qu'on oublie une chose fondamentale, c'est la chaîne de valeur. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un début, à un moment, il y a une expression de besoin, et à la fin, il y a une solution qui est censée répondre à une problématique. Et en fait, il y a plein de gens qui vont travailler tous ensemble, et à la fin, il va y avoir la valeur. Donc, quelque part, il y a des rôles où ils peuvent un peu se cannibaliser. Tu vois, par exemple, on parle de UX, du UI, etc. Et en fait, c'est juste, moi, la tentative de réponse que je donnerais, c'est il faut faire en fonction de l'équipe que tu as, en fonction des compétences de chacun, et surtout, il faut identifier quels sont les rôles et responsabilités de chacun pour, à la fin, apporter de la valeur. Et donc, s'il y a deux personnes qui ont des rôles qui se chevauchent un peu, bah, les mettre autour de la table et se dire, bah voilà, les gars, il y a telle et telle tâche, comment vous répartissez les rôles? Vous êtes d'accord là-dessus? Allez, on essaye, on voit ce que ça donne. Je voulais compléter aussi, c'est intéressant. Et parce que la question, elle est peut-être pas qu'est-ce que le designer, qu'est-ce qu'il fait, c'est plutôt qu'est-ce que le design et comment est fait le design au sein de la société et du projet. Parce qu'on voit dans ta remarque, finalement, on peut se dire qu'il y a différents acteurs qui sont peut-être pas forcément designers, mais qui vont faire aussi le design et qui doivent être embarqués finalement dans le design ops. Ah ouais, bien sûr. Il y a des gens très motivés, hein. Je le redis, il y a des PO qui peuvent avoir des super idées, et il ne faut pas les brider pour autant, ils peuvent avoir des super idées. Il faut pas trop leur laisser la possibilité d'aller faire des maquettes parce qu'ils n'ont pas été formés pour ça. Et dans ce cas-là, ils deviendront designers et puis ils changeront leur casquette, ils arrêteront d'être PO, mais ils seront designers. Chacun aussi un peu son rôle, mais on peut écouter un peu tout le monde et on doit embarquer en tout cas les énergies de chacun pour arriver à créer de la valeur et à arriver au bout. Donc établir la propriété, c'est en fait, une fois qu'on a vu tous ces problèmes-là, il faut donner le rôle aux gens en disant le sujet A, qui veut le traiter, le sujet B, qui veut le traiter. Surtout si vous êtes dans une équipe où il n'y a pas de Design Ops Manager, il faut absolument donner le rôle à quelqu'un. Et vous n'avez pas à endosser l'ensemble des problématiques. Vous n'y arriverez pas, d'un. Deux, en fait, ça n'avancera pas, le backlog, il ne bougera pas beaucoup parce que vous ferez designer, quoi. Et Design Ops Manager, vous ne le ferez pas. Donc, donnez les sujets à d'autres personnes. Essayez de créer une petite task force de gens qui sont motivés, qui ont envie de faire avancer les sujets. Et donc, partagez-vous les problématiques. Et donc, après, chaque personne se lancera dans des ateliers d'idéation, partagera ses propres solutions, etc. Et vous allez pouvoir tester tout ça. Sociabiliser la vision, c'est ce que je disais en préambule. Il faut susciter l'adhésion. Pour ça, c'est vraiment l'accompagnement au changement. C'est comment est-ce qu'on présente la recherche, la solution, les ressources requises et la vision aux parties prenantes. C'est vraiment le document que vous allez pouvoir partager aux gens en disant « Nous, on fait du design up pour cette raison, voilà ce que vous voudrez améliorer et voilà sur quoi on est en train de travailler. » Généralement, les problèmes que vous allez soulever, ils sont connus. Normalement, vous allez avoir de l'adhésion. Ce qui va peut-être bloquer un peu, c'est combien tu vas prendre de temps pour faire ça. Je ne suis pas prêt à te laisser prendre du temps pour faire ça parce que tu as une pile comme ça de tickets et j'aimerais bien que tu produises plutôt que tu essayes de résoudre les problèmes. Il faut leur expliquer aussi que si on prend des tout petits sujets et que vous arrivez à améliorer, vous allez gagner en productivité parce que au lieu de faire 1000 fois la même tâche, par exemple la recette, si vous recetez moins parce que les produits sont de meilleure qualité, vous gagnez en vélocité, en productivité et parce que vous avez mis en place des process pour moins recetter. Et moins recetter, c'est d'avoir des devs qui comprennent mieux ce qu'ils ont à faire et qui comprennent mieux les maquettes que vous produisez. Donc il faut améliorer le process, mais on ne peut pas passer notre temps à améliorer le process parce qu'on nous attend sur la production. J'ai une petite question là-dessus, surtout pour 90%, je pense, des designers, quand dans l'entreprise, ça vient que du design et va falloir prouver que le design ops, ça sert à quelque chose. Avant d'arriver à cette vision, ça veut dire qu'on a déjà un peu audité, un peu réfléchi, donc un peu pris du temps. Tu vas peut-être me dire, ça dépend du contexte, mais je voulais certainement, mais je voulais avoir ton avis, peut-être l'avis des autres aussi. Est-ce que tu
considères que c'est mieux de commencer à travailler chacun dans son coin et on présente quand c'est prêt, quitte à se dire on a pris du temps mais on n'en a pas forcément parlé, mais on ne pouvait pas en parler avant d'avoir atterri sur un minimum de données et d'infos, ou est-ce que tu conseilles d'en parler directement pour dire on va prendre 1 heure par semaine de telle personne pour faire ça, en convaincant, alors qu'ils n'ont pas encore un minimum de résultats de ce qui a été fait. Enfin voilà, c'est un peu une question complexe. Une question piège. Mais pas piège, c'est complexe parce que je sais qu'il n'y a pas une seule réponse, mais ça m'intéressait d'avoir ton avis ou ceux des autres. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut donner son avis sur cette question? Les 2 options que tu as proposées, ça m'est arrivé. Ouais, j'ai intégré une boîte il n'y a pas longtemps et en fait tout le monde disait ouais, le Figma c'est le bordel, c'est le bordel. Et en fait ma responsable m'a confié la réorganisation du Figma et définir une nomenclature à chaque fois que tu fais un nouveau fichier, voilà comment tu utilises, etc. Tout ça. Et ça, j'ai dû le faire en sous-marin. Et moi, je me disais, non, il faut en parler, il faut aller voir les acteurs, etc. Bon, voilà, peut-être c'est une autre vision du truc. Il y a peut-être cette idée de se dire, je montre d'abord les résultats que ça va apporter avant de montrer aux autres. Parce que si je montre aux autres, ils vont me mettre des bâtons dans les roues. Et moi, je voyais pas le truc comme ça, mais je l'ai quand même fait. Et j'ai mis en place cette réorganisation du Figma. Et tout le monde était OK. J'ai même fait un onboarding, etc. Tout le monde m'a dit OK, c'est super. Et donc voilà, ça a quand même été OK. Après, j'ai fait quelques réajustements parce que je connais pas tous les produits. Je suis arrivée il n'y a pas très longtemps, donc j'ai dû réadapter. Mais moi, je voulais quand même aller voir, un peu comme on dit, l'enquêteur, voir toutes les parties prenantes, comprendre le besoin. Et bon, ça s'est fait à l'envers, mais ça a quand même fonctionné. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les projets, mais ça passe ou ça casse. Hein. De mon point de vue, tu as pris des risques et tu as réussi à retomber sur tes pieds. Et dans plein de situations, ça peut fonctionner de faire ça. Mais tu as une chance sur 2 pour te casser la gueule. Et tu t'es dit, je pense que j'avancerai plus vite tout seul qu'en groupe. C'est vrai, mais tu n'iras pas aussi vite, tu iras pas aussi loin. Et donc, tu prends des risques comme ça dans une organisation. Tu peux avoir des gros bloqueurs, des personnes qui te disent, franchement, c'est la dernière fois que je te laisse la place pour changer des choses parce que tu ne communiques pas, tu fais les choses dans ton coin, tu arrives avec des solutions toutes faites. Et il y a des gens ici qui ont plus de légitimité, peut-être que ça fait 15 ans qu'ils sont là, et eux ont aussi des idées, eux aussi ont envie de… Et tu as mis une solution là qui doit être en fait prise parce que tu as déjà changé l'organisation, des fichiers, etc. Il y a des gens, ils ne vont pas se retrouver dans cette situation et ils refuseront de travailler dans ces conditions-là. Et ça, c'est le risque que tu peux prendre. Si tu as des personnes avec qui tu as déjà discuté un petit peu, ils comprennent qu'il y a quelque chose qui est en train de bouger, ils peuvent être acteurs de ta solution et te dire peut-être que tu vas avoir des ajustements, mais on est pas mal parce que tu as bien compris mon besoin. Par contre, certains vont se dire, moi je ne supporte pas, même si la solution est bonne, je ne supporte pas qu'on fasse les choses en sous-marin. Et surtout une organisation de Figma, c'est mon quotidien que tu touches. Et pour toucher mon quotidien, tu dois d'abord me demander mon aval et je ne peux pas le faire de cette façon-là. Et donc, c'est un risque et ça dépend en fait, je dirais. S'il y a des sujets, par exemple, il y a un vieux backlog que personne ne touche. Je pense que ça n'intéresse personne de le toucher et de voir si quelqu'un s'en occupe. Si toi, tu dis « ça dérange quelqu'un que je… » Non, tu fais ton truc, même si tu as révolutionné le backlog, vu que tout le monde s'en fout, ça ne changera pas grand-chose aux gens et peut-être que derrière, il y aura plus d'adoption, ils auront envie de l'utiliser. Mais si tu dis demain, les gars, les licences Figma, je ne les ai pas renouvelées. Je trouve que Figma, c'est de la merde. On passe sur Sketch. Allez, désolé, j'ai fait une audition, j'ai vu que vous avez des difficultés avec Figma, ils avaient fait une mise à jour, ça ne marche pas. On passe sur Sketch, ça ne vous dérange pas? Mais là, peut-être qu'ils vont dire, c'est vrai que franchement, Figma, c'est plus du tout ce que c'était. Hein. Ouais, alors que Sketch, maintenant, ils sont remontés, ce qui n'arrivera sûrement pas. Et en fait, tu prends des risques. Et l'idée du DesignOps, c'est vraiment essayer de mesurer les risques et d'en prendre le moins possible. Donc, ça dépend sur quoi tu touches. Si tu touches juste sur un renommage de fichier, ok. Si les gens, le lundi matin, se disent « Attends, mon fichier, il était là, il est où ?»
Si tout le monde t'appelle, si tu as 30 designers qui t'appellent et te disent mon fichier il a bougé là, mais tu vas être quand même en galère. Tu vas peut-être te dire je suis peut-être allé un peu vite. Et je les ai peut-être pas assez embarqués dans la solution pour qu'ils te suivent. Donc il faut qu'ils aient confiance en toi. Donc ne fais pas ce genre de coup de poker dès le début. Il faut que ça soit progressif. S'ils te font confiance, ben, normalement ils te diront oui, mais j'imagine que tu as jugé le pour et le contre et que tu sais que c'est cette solution-là qui est la meilleure et donc je te fais confiance. Mais tu ne débarques pas avec des sujets trop gros au début. C'est pour ça qu'au début, il faut y aller vraiment avec des petits pas et essayer de jauger un peu si les gens sont prêts à bouger et sur certains sujets. Ça peut être risqué, je dis. Ça dépend de ce que tu touches, quoi. Mais quand tu te touches au quotidien des gens, c'est peut-être… Donc après, une fois qu'on a la liste des tâches que l'on a listées, on va vouloir les prioriser et après faire une roadmap. Surtout, éviter la tentation de commencer à lancer des tactiques immédiates et sans discernement. Tu vois, c'est ça. Quand tu trouves un problème, tu te dis oh, celui-là, je vais me le faire. Ça fait tellement longtemps que je voulais régler ce problème-là et se jeter un peu à corps perdu. Essayer de prioriser, essayer de voir qu'est-ce qui va pouvoir créer de l'impact plus facilement avec un minimum d'énergie. Vous n'avez pas tout votre temps non plus. Si vous prenez des sujets trop gros et que vous avez besoin de 4 heures, je sais pas, par semaine, est-ce que vous avez vraiment 4 heures par semaine pour gérer ce projet qui peut être très long? Parce qu'on ne sait pas vraiment dans quoi on met son doigt. Des fois, on abandonne parce que en fait, la solution est tellement loin que personne ne vous suit, vous êtes dans votre désert. Là, prenez vraiment du recul et allez-y vraiment doucement au début. Il faut que ça soit réaliste, dans un délai raisonnable et mesuré dans le temps. Vous commencez, la première action, c'est mesurer. Vous mesurez le T0. Vous savez qu'il y a un problème, vous essayez de mesurer ce problème. Et après, vous dites, OK, je suis capable de le remesurer derrière, je suis capable de trouver des solutions et de le remesurer pour vérifier que ce que vous avez mis en place fonctionne. Donc là, par exemple, sur Figma, si tu veux réorganiser, il faut d'abord que tu te dises, quel est le problème ? Est-ce que les designers te disent « Moi, je cherche 1 heure mes fichiers ». Quand tu leur reposes la question, ils disent « Maintenant, je les retrouve tout de suite ». Mais tu vois, là, au moins, tu peux mesurer la satisfaction des utilisateurs. C'est ce qui est intéressant. J'ai l'impression que c'est ce que tu as fait. C'est que tu as fait un premier jet et qu'après, tu as demandé l'avis de ton équipe. Donc, c'est ce côté, justement, de collaboration. Il y a une prise de risque au début, fatalement, mais de savoir s'arrêter au bon moment pour se dire à quel moment je m'arrête parce que là, c'est le moment d'en parler aux autres avant de continuer. Et ça, c'était intéressant dans ton retour, c'est que tu t'es arrêté au bon moment pour se dire là, j'ai fait le truc dans mon coin, là, c'est le moment d'en parler aux autres et on va pouvoir itérer avec les autres. Et ça, c'est assez intéressant comme manière de faire. Ouais, il faut faire des tests sur des petites échelles et après le développer. Donc, c'est comme ça qu'on arrive à voir si déjà la solution fonctionne et d'avoir l'approbation des autres. De dire, ben là, j'ai fait dans un… les devs, ils font beaucoup de sandbox, mais là, c'est exactement ça. C'est essayer de tester ta solution dans un tout petit organisme et après de voir si c'est scalable et si tu peux arriver à développer cette idée à grande échelle. Des fois, ça ne marche pas non plus. Sur la feuille de route, on a donc sur la roadmap, on va pouvoir mettre les tickets à faire maintenant, à faire prochainement, à faire dans le futur. C'est vous qui définissez qu'est-ce qui est prochainement, qu'est-ce qui est maintenant, qu'est-ce qui est dans le futur. Et vous avez des méthodes possibles que vous connaissez sûrement de priorisation, la méthode Moscou ou d'autres, franchement, soit ou quoi que ce soit, l'opportunité. C'est à vous de définir avec le petit groupe de travail ou avec vous-même comment vous allez prioriser, comment vous allez créer de l'impact au départ. Minimum de temps, maximum d'impact. C'est ce qu'il faut chercher pour prouver déjà que vous êtes en capacité de le faire, vous avez le temps de le faire. Peut-être que vous avez envie de vous mettre dans cette position, mais peut-être que finalement, vous n'avez pas le temps de faire ça et que ça sera pour quelqu'un d'autre. On ne sait pas. On va mesurer l'impact. Donc, on communique bien toutes les parties prenantes parce qu'on fait de la conduite du changement. C'est important. C'est ça le Design Up, c'est quand même de transformer les organisations. Pas que design, parce que ça va toucher les autres aussi.
Donc si vous avez un Product Ops, si vous avez un DevOps, si vous avez plein d'Ops tout autour, ça peut vous aider. Ils peuvent travailler ensemble pour développer un peu ce grand mouvement. Quand vous travaillez dans des grosses entreprises, c'est des gros paquebots qui ont l'habitude de travailler d'une certaine façon et ces habitudes sont dures à changer. Donc en fait, ce que l'on dit, c'est les habitudes. Il faut que lorsque vous mettez en place des nouvelles solutions, ces habitudes changent. C'est comme ça que vous allez pouvoir mesurer l'impact. Si les habitudes ne changent pas, si les comportements ne changent pas, votre solution n'a pas d'intérêt. Il faut vraiment qu'il y ait un élan, que grâce à cette solution, il y a un vrai élan. Les gens ont envie de bouger grâce à votre solution. Donc là, vous allez commencer à créer des ressources documentaires, vous allez commencer à écrire. Ce que je vous recommande, c'est vraiment d'écrire. Pourquoi est-ce que vous faites ça? Quelle est votre posture? Quel est le bénéfice de tout ça? Mettre en place des OKR, écrire sur ces documents, les mettre à disposition de tout le monde. Tout le monde peut venir regarder sur quoi vous travaillez. Laissez vraiment votre bureau ouvert et qu'il puisse analyser sur quoi vous travaillez. Il y aura plus d'adoption aussi de cette façon-là. La communication est vraiment la clé. Et là, on va pouvoir évaluer les efforts. Donc, visibilité. Pourquoi est-ce qu'on fait du design ops? J'aimerais bien réussir à le quantifier. Changement dans la qualité de la conception, par exemple, ou la santé d'équipe de conception. Donc, lorsque j'ai des fois des micro-trucs, hein. Des fois, ça peut être juste, j'ai mis une réunion le matin, le lundi matin, pour que tous les designers viennent discuter ensemble. Généralement, ils ne se parlaient pas. Ils arrivaient, tout le monde travaillait un petit peu de sa façon. Mais en fait, moi, en tant que Design Ops Manager, j'ai décidé de mettre une réunion en place. On peut se dire, ce n'est pas grand-chose mettre une réunion, mais cette réunion permet aux gens de se parler. Et donc, les designers se disent, waouh, mais maintenant on peut se parler et on a réussi à aligner parce qu'on a rencontré quelqu'un qu'on ne connaissait pas, qui m'a dit qu'il travaillait sur le même sujet que moi. C'est bien, on a fait un alignement et puis peut-être qu'ils vont travailler ensemble. Ça paraît pas. Enfin, voilà, organiser des réunions, des fois, ça peut sauver des vies. On ne sait jamais. Des fois, on peut perdre aussi son temps. N'hésitez pas à produire parce qu'en fait, on ne fait rien de bien ou de mal réellement. C'est vraiment produire. Faire quelque chose, c'est important. Il faut être dans le faire. Il ne faut pas avoir peur de se lancer en se disant non, mais je vais peut-être faillir, je vais peut-être faire quelque chose qui ne correspond pas à ce que tout le monde attend. Il faut y croire. Et c'est déjà super de montrer qu'on est en train d'essayer de trouver des solutions et d'essayer d'améliorer la situation. Comme ça, les gens vont se dire, mais oui, c'est vrai que ce n'est pas facile ta posture. On peut t'aider. On peut essayer aussi de trouver des solutions avec toi. Ou en tout cas, on peut t'encourager pour que tu puisses avoir cette énergie de continuer. Et là, maintenant, c'est un petit moment où j'avais envie que vous puissiez échanger parce qu'on est en meet-up. Donc, c'est aussi que vous, dans le public, vous puissiez apprendre à vous connaître. Donc, je vais vous laisser quelques minutes pour que vous puissiez parler à votre voisin de gauche ou de droite, pour que vous puissiez expliquer à votre voisin qu'est-ce que vous faites dans votre quotidien et qu'est-ce que vous êtes, pourquoi est-ce que ce meet-up sur le Design Ops vous a intéressé. Je vous laisse discuter entre vous. Et toi, comment tu t'appelles? J'ai fait plein d'images avec l'IA. Ça se voit que c'est l'IA, mais c'est relevant pour chaque slide en fait. Et les visages ne sont pas hyper quali, mais vu que c'est un peu flouté, quand on s'en fout, quoi, ça crée un. Non, mais je trouve ça très intéressant. Ça fait du contenu, quoi. Ça habille bien les slides. Je trouve ça très difficile d'avoir du contenu. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, le petit gars? Je vais aller boire un petit coup d'eau et je reviens. Je vais aller boire un petit verre d'eau et après. Ça va, ça se passe bien? Ah oui, mais c'est ce que je me suis dit. Tout à l'heure, je me suis dit, mais ah merde, elle n'a pas parlé de Laurent. Ouais. Ça finit dans 10 minutes.
Ça, c'est nouveau. Les faire parler entre eux. Si ça vous va, on va reprendre. Excusez-moi de vous couper dans vos conversations, mais on va reprendre et puis vous pourrez continuer juste après. On a bientôt terminé. Il va y avoir 2-3 moments encore et après, je vous laisserai reprendre vos conversations. Je suis sûr que vous avez plein de choses à vous raconter. Je sais, vous avez sûrement des discussions super intéressantes entre vous. Moi, je voudrais vous présenter, excusez-moi, je voudrais vous présenter Laurent, qui est pendant ce moment-là, il nous a sketché rapidement, donc je vais te laisser la parole, tout ce que j'ai pu vous partager, tout ce qu'on a pu se dire ensemble. Donc Laurent, si tu veux nous dire un mot sur ce que tu as fait. Effectivement, Yannick m'a invité juste pour prendre des notes et un peu faire une picture de ce qu'on vient de raconter et finalement de ce que peut être le design ops. Et donc moi je l'ai perçu un peu comme finalement une aventure sur laquelle il ne faut pas hésiter à partir, probablement un défi. C'est-à-dire qu'on est dans notre quotidien et design ops, ça peut nous paraître être quelque chose d'inatteignable ou de compliqué et d'imposant. Donc c'est ce qu'on peut voir dans les montagnes, par exemple. Et donc finalement, il faut le voir comme quelque chose où il faut partir à l'aventure. Donc partir à l'aventure le plus tôt possible. Il ne faut pas attendre d'être prêt, c'est un challenge à faire. Et partir à l'aventure, c'est finalement s'y préparer. Et on voit que c'est quelque chose qui peut être accessible à tout le monde. Il suffit d'être dans le bon rôle et dans la bonne mentalité. Et avant de gravir ces monts par différents chemins et différentes étapes, il y a un certain nombre de choses et d'outils qui peuvent nous aider et nous préparer à partir à l'aventure. Je ne vais pas les redire, mais c'est ces points-là qu'a cité et qu'a préparé Yannick. Donc voilà, une picture, finalement, le design ops, c'est peut-être ça, c'est partir à l'aventure d'une quête et à raconter. Merci. Merci, c'est une belle métaphore, l'aventure. Voilà, merci beaucoup Laurent. Vous aurez le temps d'aller admirer son travail juste après. On va parler rapidement quelques cas pratiques parce que c'est ce que je vous avais promis dans les organisations. Comment est-ce que ça se symbolise en fait ces missions qu'ils ont pu lister de DesignOps. Donc par exemple sur Dropbox, le processus de création, il fallait l'améliorer. Ils ont créé quelque chose qui s'appelle une Blue Box et en haut des artboards, ils ont créé un petit carré. Dans ce carré-là, il y a des checkbox. Et donc, dans ces checkbox, il y a ce que les concepteurs attendent. Qui peut donner des commentaires et qu'est-ce qu'on attend comme type de commentaire? Parce que sûrement,
qu'on leur mettait tout et n'importe quoi comme commentaire, par exemple, ce texte est du lorem ipsum, il faudrait changer. Ce qui peut saouler en plus les PO, les PM en disant mais pourquoi il a mis du lorem ipsum, ces couleurs ne sont pas à jour, pourquoi est-ce que tu n'as pas mis quelque chose à jour? Oui mais en fait je ne te le demande pas, donc si je ne te le demande pas, ne m'en parle pas, et ça améliore la vie de tout le monde. Les PO et les PM se disent ben nous on est cadré et on sait exactement ce qu'on attend de nous, et le designer sait que en fait, l'idée c'est de cadrer le besoin et le besoin de ce que vous attendez vous finalement des parties prenantes et que tout le monde soit OK avec ça. Donc ça, avoir la Blue Box chez Dropbox, ils ont un petit peu copié dans d'autres organisations aux États-Unis où il y a aussi des checks d'accessibilité sur les maquettes. Ils utilisent des outils et après ils prouvent sur leur maquette dans un genre de Blue Box, dans un petit carré qui crée à côté avec un petit artboard. Ils prouvent aussi qu'ils ont fait des checks accessibilité, que c'est OK. C'est quoi le ratio? Le ratio, c'est temps, etc. Comme ça, on ne se pose pas la question et on sait que les maquettes sont accessibles, ça a été contrôlé, etc. Pareil, il y a des outils qui peuvent vous indiquer le nombre de composants cassés et le nombre de composants qui font partie de la librairie. C'est aussi un pourcentage que vous pouvez récupérer d'un outil et vous pouvez le prouver dans vos maquettes que vous avez atteint le pourcentage, enfin plus de 70% par exemple des maquettes doivent avoir 70% des composants design system. Vous pouvez le prouver directement et comme ça, on ne vous pose pas la question et tout le monde est content. Donc, on accélère la production parce qu'en fait, on ne vérifie pas des choses qui sont déjà vérifiées. Donc ça, c'était pour Dropbox. On a Pinterest qui, lui, maintient son design system à jour et améliore son utilisation, son adoption. Donc eux, ils ont créé une réunion. Et lors de cette réunion, ils envoient après un document à tout le monde qui fait état visuel de qu'est-ce que le DesignOps ce jour-là, quels sont les composants qui sont nouveaux, quels sont les composants qui sont en création. Et comme ça, tout le monde est au clair sur, voilà, le DesignOps, il a ça. On a un document qui fait foi et tout le monde a là. En fait, c'est un journal, hein, si vous voulez. Il crée un journal tous les jours qui dit cette semaine, voilà l'état du DesignOps, voilà l'état du design system. Ça permet au moins d'avoir tous le même niveau d'information et il n'y a pas de surprise. Et ça, tout le monde peut être en destinataire, les PO, les PM, toutes les parties prenantes finalement de l'utilisation du design system et les devs. Chez Fitbit, je ne sais pas si vous voyez, c'était des, je ne sais plus s'ils en font toujours, c'est des montres connectées, ouais. Exactement, on en parle un peu moins, à un moment c'était très très à la mode. Donc là, ils font tout simplement des réunions, ça paraît aussi un peu bête, hein, avec le marketing, avec plein de personnes pour se fixer les objectifs du mois à venir au travers d'une matrice effort impact. C'est quelque chose qui pourrait être assez basique, mais j'imagine que s'ils en sont arrivés là pour trouver cette solution, c'est qu'ils avaient plein de pain, qu'ils n'arrivaient pas à aligner les objectifs commerciaux avec les objectifs produits peut-être, avec le marketing, etc. Ils ont dû s'aligner, donc ils ont organisé une petite réunion tous les trimestres pour se mettre d'accord et se taper dans la main. Chez Pitch, eux, c'est une solution qui propose des présentations un petit peu automatisées. Maintenant, ils ont d'ailleurs ajouté de l'intelligence artificielle pour proposer des trucs un peu plus sympas. Et donc là, ils avaient un problème pour maintenir une bibliothèque de 680 icônes. On peut comprendre qu'il faut un workflow assez robuste pour ne pas refaire et refaire des icônes. Je pense qu'il y a des designers qui sont dû se casser les dents là-dessus. Et comment est-ce qu'on arrive à livrer et comment est-ce qu'on arrive à produire et qu'on puisse réduire les tâches manuelles. Parce que des fois, quand on doit refaire des packs d'icônes, on sait que ça peut prendre du temps. Et moi, personnellement, chez Accor, on a mis en place une boîte à outils où on recense un petit peu les bonnes pratiques que l'on a détectées par l'équipe de design dans laquelle je travaille. On est en partenariat avec les PM, les PO, les devs pour se partager les bonnes pratiques. Et donc, en fait, c'est vraiment du ressenti. Pourquoi est-ce qu'on a fait ça? C'est qu'on avait du mal à être aligné. Et on avait du mal à garder l'information. C'est-à-dire qu'on va se transmettre l'information, il va y avoir des jours qui vont passer, l'information va se perdre assez rapidement, cette information n'existe pas, ou sinon elle est quelque part mais bien cachée et personne ne sait où la trouver. Et donc on a créé tout simplement une boîte à outils sur Notion où on a recensé à chaque fois qu'on a une information sur une partie qui est importante, soit
on a catégorisé, soit c'est de la discovery, soit c'est du delivery, soit c'est du build, etc. Et on essaye d'intégrer nos ressentis et notre façon de faire. En fait, vraiment, là, c'est du partage d'informations pour qu'on ait tous l'alignement et qu'en fait, on ne se pose plus de questions sur pourquoi est-ce qu'on a fait ça, pourquoi on a fait ce choix-là, ou pourquoi est-ce qu'on travaille de cette façon. Et ça améliore aussi l'onboarding, parce que lorsqu'on va accueillir de nouveaux designers, ils vont comprendre tout de suite la façon dont on a envie de travailler et pourquoi est-ce qu'on travaille de cette façon-là, et ça sera un peu mieux écrit. Et ça, c'est, je pense, un peu primordial de réussir nos onboarding. Voilà, donc je vous dis que le futur, normalement, sera étincelant et on va y arriver sans problème. Il suffit juste d'y croire un petit peu. Voilà. Merci. Merci beaucoup Yannick, je vais venir à côté de toi. Petite information, on a plusieurs formations, dont une formation DesignOps animée par Yannick, qui est très très bien. Vous n'allez pas vous poser la question, j'en ai pas parlé, je te coupe 2 minutes. Là, ce que je vous ai montré, c'est, on va dire, la base du DesignOps. La grosse différence avec la formation, ça dure 2 jours et c'est surtout beaucoup de cas pratiques. Ce qui est intéressant dans nos pratiques, c'est de les partager. Donc, il y a à peu près 30% d'un petit peu de contenu, comme je vous ai montré un petit peu, et 70%, c'est vraiment de la pratique. On va échanger ensemble, on va essayer de faire un cas pratique de début jusqu'à la fin pour qu'on puisse voir ensemble vos problématiques, comment pouvoir les amener jusqu'au bout et de les mesurer. Donc, c'est vraiment beaucoup de pratique et un petit peu de théorie. Tout à fait. D'ailleurs, la plupart de nos formations sont à peu près sur ce même modèle-là. Donc, on a des formations sur Figma pour l'Atomic Design, des formations plus classiques, débutants, avancés pour Figma aussi, des formations à venir sur des design sprints et un peu plus tech pour la migration vers React. Il y a une autre slide après, je crois. Il y a un lien, frontguys.fr/training. Tout à fait. Et là, je clique sur le bon bouton. Pas du tout. Attends. Tiens, vas-y. Laisse les professionnels. Rapidement, pour teaser un peu, donc on va se retrouver pour d'autres meet-up en avril. Et donc, il y aura 2 sujets en avril. Premier sujet, ça sera autour des design tokens. J'en dis pas plus, mais je vous conseille fortement de venir. Et l'autre aussi, évidemment, ça sera sur le design d'API. Donc, un peu plus tech, un peu plus dev. Mais on recevra quelqu'un qui a écrit un livre sur le sujet. Donc, voilà, on espère vous y voir aussi nombreux. Merci. Design token aussi. Tout à fait, pour tous. Pour tous. Et donc, on a une petite surprise. Ah. Oh normalement, ça tourne pas aussi vite. Qui est vivante. On a le plaisir... Ça fait ventilateur un peu. Tout à fait. Normalement, c'était censé être plus doux, plus smooth, mais bref. Front Guys, on est une agence conseil très centrée sur l'humain, sur des valeurs très humaines, puisque... on a toujours voulu concevoir l'agence comme on conçoit un produit, donc on est très centré sur nos utilisateurs qui sont nos collaborateurs. Et on a justement, pour développer ça, on a le plaisir de lancer une série de podcasts dont le thème est l'échec, l'erreur et le ressenti, les émotions. On parle de syndrome de l'imposteur, on parle de plein de choses qui parlent à beaucoup de gens, mais des sujets qui ne sont pas souvent évoqués dans les podcasts et sur les réseaux sociaux de manière générale. Et donc, voilà, donc le premier épisode sort lundi, donc avec Romain Dao, et on a encore... donc Eric Etroy, qui est Head of Design de AXA, Émilie Larose, qui était Head of Research à SNCF Connect, et Laurent Thibault, qui est Engineer Manager sur le Design System Decathlon. Donc pour vous montrer qu'il y aura vraiment tout type de profil qui va venir témoigner dans ce podcast. C'est un petit podcast d'une demi-heure. Et donc voilà, n'hésitez pas à suivre la page LinkedIn de Front Guys. Disponible sur les plateformes. Et tout à fait, disponible sur toutes les plateformes, bien évidemment. Spotify et Apple, même Apple Music. Et YouTube et Apple Music. Voilà. Ça va être mensuel. Alors, au début, ça va être mensuel. Je suis en train de voir si on pourra faire tous les 15 jours. Mais voilà, on va essayer d'accélérer un peu. À la base, c'était un par mois. On va essayer d'accélérer un peu, mais ce n'est pas encore garanti. Mais voilà, donc merci infiniment pour votre présence à ce meet-up. Merci beaucoup Yannick et Marjorie. Merci à vous. Merci Laurent. Et donc, je ne sais pas, tu es là. Le meilleur pour la fin.
L'apéro, quoi. Des pizzas et des bières. Merci à vous pour votre présence. Et puis, je propose